n'avait jamais pratiqué l'escalade. À seulement 22 ans, Inoxtag a réussi un double exploit. Gravir l'Everest et captiver plus de 40 millions de personnes sur YouTube grâce au récit de son ascension. Une prouesse qui, au-delà de la performance physique et mentale, a suscité son lot de critiques. À l'heure de l'urgence écologique, comment concilier notre soif personnelle d'aventure avec les limites planétaires? Pour que l'expérience ait de la valeur, faut-il toujours repousser ses propres limites? Respecter le vivant implique-t-il de repenser cet imaginaire de l'exploration et de l'exploit façonné par les grands aventuriers? Pour en discuter, plusieurs de ces aventuriers ont accepté de venir ce matin avec des casquettes et des parcours souvent hors du commun. Clara Arnaud, vous êtes romancière et voyageuse. Vous avez vécu en Chine, en République démocratique du Congo, au Honduras, et vous avez publié plusieurs romans et récits d'expédition. Christian Clot, vous êtes explorateur-chercheur. Vous avez, vous aussi, traversé le monde entier et cofondé le Human Adaptation Institute, un laboratoire consacré à l'adaptation humaine au changement climatique. Tamara Klink, vous êtes navigatrice et écrivaine. Vous avez passé 1 an en Arctique, dont 8 mois emprisonnés dans les glaces du Groenland. On peut lire d'ailleurs, je crois, les récits de votre voyage sur le site de l'UNESCO. Benjamin Demoliens, vous êtes éco-aventurier et conférencier, plus connu sous le nom de Ben Expédition Zéro, qui défend sur les réseaux sociaux des expéditions zéro déchet, zéro matériel neuf et zéro carbone. Et Malek Boukerchi, vous êtes anthropologue, conférencier et ultramarathonien de l'extrême. Vous avez aussi cofondé l'association Les 42, qui entraîne des jeunes à la pratique du marathon. Et je me présente aussi, Julie Labrosse, donc je suis journaliste spécialisée des questions environnementales au journal La Croix. Donc si ça vous convient, je vous propose qu'on échange environ 1 heure entre nous et on prendra les questions de la salle. J'ai cru comprendre que vos micros sont ouverts dans la salle, donc il ne faut pas appuyer sur les boutons. Sinon, vous risqueriez d'être entendu pendant le débat. Donc vous ne pourrez appuyer sur vos boutons que si vous avez des questions. Voilà. Alors, Clara Arnaud, l'exploit et le dépassement de soi ont longtemps été au cœur des récits d'aventure. Comment est-ce que vous analysez cette espèce de romantisation de la souffrance? Est-ce que... On commence fort. On s'est dit qu'on n'allait pas parler tout de suite d'Inoxtag, mais on avait assez envie de parler des imaginaires de l'expédition et savoir un peu ce que ça dit finalement, ces imaginaires de notre société actuelle. Bonjour. Alors, je vais essayer d'improviser une réponse. Je pense que c'est une question complexe, mais que moi, je me suis pas mal posée d'un point de vue personnel quand j'organisais ce qu'on peut appeler des expéditions, des grands voyages en autonomie, quand j'étais plus jeune, à pied avec des chevaux. Ce qu'on appelle l'exploration est quand même héritier d'une tradition qui est très ambivalente, où il y a un désir de découverte, de connaissance de l'autre, mais aussi de conquête, et qui allait quand même de pair avec... toutes les grandes entreprises impérialistes et coloniales et les destructions qui sont allées avec, aussi bien des cultures que des langues que des écosystèmes. Donc quand à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, on se lance dans ce qu'on pourrait appeler des explorations, des expéditions, comment on fait pour ne pas reproduire ces comportements-là, qui sont des comportements de conquête, et en même temps sans nier qu'on est quand même tributaire de ces imaginaires. On le voit avec le fantasme de l'Everest qui perdure, d'aller au plus loin, au plus haut. Et aussi comment on fait pour à la fois ne pas se réfréner dans des désirs d'accomplissement personnel et en même temps pas exalter une sorte d'individualisme triomphant. En tout cas, moi, je ne voulais pas me faire le chantre de ça. Et notamment, pour moi, c'est passé par plein de petits ajustements, comme par exemple ne jamais... quand je parlais de mes expéditions à pied, à cheval, parler du nombre de kilomètres parcourus. D'ailleurs, je ne le mentionne pas dans les livres, ni dans le titre, ni dans les livres, et plutôt insister sur la démarche, la qualité des rencontres. Voilà, je n'ai pas forcément répondu à la question, mais c'est la première piste. Si, non, mais sur cette notion de l'exploit et de l'exploration, est-ce que vous avez, vous, Christian Clot, peut-être des choses à ajouter ?
vous distinguez ce qui est l'exploration de l'aventure. Oui, bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, je pense que simplement on confond un petit peu les choses et c'est pas pour les mettre un jugement de valeur ou dire il y a quelqu'un qui fait bien, quelqu'un qui fait mal. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre l'exploration, l'aventure, le voyage et ce qui va autour. C'est-à-dire que ce que fait Inoxtag, c'est fabuleux à son échelle. Sans doute, c'est un aventurier. Il va vers quelque part qu'on connaît, il est aidé, il est travaillé, puis et il vit quelque chose d'extraordinaire à son échelle. Alors après, il décide de le partager au monde entier. Ça, c'est encore une autre démarche dont on pourrait parler. Mais lui qui désire le faire, bon, bah, c'est quelque part son problème, et c'est un aventurier. L'explorateur, l'exploratrice, les personnes qui décident de se mettre dans ce mouvement ont un rôle. Et ce rôle a toujours été, alors, à différents moments d'histoire, de faire avancer ce dont la société avait besoin. Alors malheureusement, à des époques, effectivement, c'était conquérir. Donc on envoyait des explorateurs pour connaître le territoire, puis ensuite on envoyait les conquistadors. Et puis avant encore, c'était redéfinir un territoire par rapport à des notions religieuses, et ainsi de suite. Donc l'explorateur et l'exploratrice a toujours repoussé des limites d'un besoin de l'immédiateté. Et aujourd'hui, notre besoin, il est évidemment plus dans la conquête en tant que telle. Il est dans la réalisation d'une possibilité future, de rendre notre capacité humaine à vivre à très long terme dans un milieu, notre planète, qui est menacée par plein de choses. Et la question qu'on doit aujourd'hui se poser en tant qu'exploratrice ou qu'explorateur, c'est, dans ma démarche de connaissance et de compréhension, qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans la connaissance nécessaire à protéger ou faire attention à notre système environnemental, à notre système social, à notre système humain. Et donc notre démarche exploratoire ne peut plus du tout être celle de 1500, 2700 et encore moins 2200. Elle doit être dans une compréhension, mais on a ce rôle continu en tant qu'exploratrice, qu'explorateur, comme en tant que chercheur, d'apporter des nouvelles connaissances qui devraient servir à la société et de les partager. Je connais des gens qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont même été d'ailleurs dans des découvertes assez fabuleuses, mais qui ont décidé de ne pas les partager. Ce n'est pas la même démarche exploratoire, c'est une démarche qui est intéressante, encore une fois. Aller faire son propre défi personnel, ce n'est pas d'exploration, c'est de l'aventure. Et tout ça n'est pas négatif, c'est simplement une perception différente de la manière d'aborder le territoire, d'aborder son voyage et d'aborder sa manière de comprendre le territoire. Ça donne envie de savoir, finalement, ce serait quoi la définition de l'explorateur du XXIe siècle? Comment est-ce qu'on pourrait le définir? Et cette question de qu'est-ce qui reste à explorer aujourd'hui, c'est vrai que pendant longtemps, on a considéré que l'exploration, c'était aller vers de nouveaux territoires, planter des drapeaux aussi, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à explorer? C'est une vraie question qu'on se pose. Je vais répondre très simplement à cette question par deux phrases. Quand Magellan va en 1500 voir le roi du Portugal pour lui demander des bateaux pour aller voir au-delà de ce que Colomb a découvert, le roi du Portugal lui répond textuellement, c'est dans les annales à Lisbonne, « Mais monsieur Magellan, à quoi cela sert-il? Nous savons déjà tout sur tout. » On n'avait même pas connaissance du Pacifique en tant qu'Européens. Et c'est ça le problème intellectuel de l'exploration. C'est qu'il va aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc il faut avoir la capacité de considérer que croire qu'on a fini l'histoire de la découverte est un manque d'humilité démesuré pour l'humain. Tout est encore à explorer dans n'importe quel domaine. On peut explorer en comptabilité, on peut explorer sur le territoire, on peut explorer en médecine, en recherche, dans le sens qu'à chaque fois qu'on fait ce pas de considérer qu'on ne sait pas tout et qu'on peut aller repousser une connaissance, on est dans une démarche d'exploratoire. Alors après, évidemment, on prête à l'exploration la notion de risque, de danger, de se mettre en considération par rapport à d'autres humains ou d'autres territoires, mais la réalité, c'est que la démarche exploratoire, c'est d'accepter que, un, on est loin de tout savoir, quel que soit le domaine, et deux, qu'on va chercher à aller continuer ce travail de comprendre. Et comprendre, bon sang, sur notre planète, si on me dit qu'on a compris notre planète, alors je dis, on peut tous s'arrêter et puis rentrer chez nous. On est loin de ça. Et autour de l'imaginaire de l'exploration, peut-être Benjamin de Moliens, vous ne parlez pas forcément d'exploration, vous parlez de voyage et d'aventure, justement, si on refait le distinguo qui a été fait par Christian Clot. Mais est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer sur l'imaginaire qui entoure l'exploration aujourd'hui ?
Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, en fait, moi, quand j'entends parler d'exploration, et Christian le dit un peu, moi, ça me renvoie, on va dire, à la prise de risque, mais surtout, ça me renvoie au lointain. En fait, à chaque fois que j'entends le mot exploration, j'ai dans mon imaginaire des paysages lointains, hostiles, je sais pas, en Alaska, au Canada ou en Patagonie ou que sais-je. Et c'est en fait ça m'a questionné ces dernières années en me disant mais pourquoi en fait quand je pense exploration, aventure, je suis tout de suite porté vers ce qui est très loin de chez moi. Et ça, on voit bien que je suis pas contre ça parce que je trouve ça absolument fascinant d'explorer le monde, de le découvrir. Moi, je l'ai beaucoup fait, notamment dans ma vingtaine. J'ai traversé l'Asie en stop. Je suis allé rencontrer les talibans en Afghanistan. J'ai traversé l'Afrique. Tout ça, j'ai trouvé ça fascinant. Mais jusqu'à Covid, quasiment, pour moi, le voyage et l'exploration, c'était forcément partir loin. Et aujourd'hui, ça se heurte au concept des limites planétaires, au concept du réchauffement climatique et plein d'autres problèmes. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il faut redéfinir l'imaginaire de l'exploration, de l'aventure, en redécouvrant ce qui est un peu moins polluant, donc ce qui est plus proche de chez nous. Et donc voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire à travers mon projet, c'est un peu pas de concurrencer ou de ringardiser l'imaginaire de partir loin, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, mais de recréer du désir à explorer, découvrir ce qu'il y a près de chez nous, si on parle de distance, hein, encore une fois, si on parle d'exploration dans le sens découverte de territoire. Et voilà, et donc moi je me suis rendu compte au Covid que je connaissais Bali, New York, que je rêvais d'aller faire du kite à Hawaï, mais que je connaissais pas le canal du Midi, le Jura, où ils ont un accent aussi bizarre qu'au Canada, que je connaissais pas, j'en sais rien moi, le Cotentin, ces choses comme ça qui sont absolument des territoires incroyables, magnifiques. Je me suis dit il faut peut-être essayer de contribuer à un nouvel imaginaire du voyage, juste tout aussi plaisant, moins polluant, et c'est une nouvelle forme d'exploration pour moi, parce que ça fait 5 ans que je fais ça, d'explorer ce qui est plus proche de chez moi, et je prends un pied de ouf à le faire. Je kiffe trop aller découvrir tous les produits du terroir, tous les paysages qu'on a en France et autour, alors que ça me faisait pas du tout rêver avant. Moi, j'ai été biberonné, façonné au rêve américain, à la mondialisation, et je me suis dit, mais c'est quoi le truc, quoi ? Pourquoi on nous façonne et on biberonne qu'avec ça, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, à l'autre bout du monde, alors que si on devait être confiné dans un pays, je crois qu'on est au meilleur endroit, on a un des plus beaux territoires au monde, et c'est ça que je pense qu'il faut réenchanter, raconter. C'est un nouvel imaginaire du voyage, voilà, plus local, mais tout aussi plaisant. Bonjour, je suis Tamara, je suis née au Brésil et j'aimerais complémenter, je pense que vos paroles avec en rappelant quelque chose qu'a dit Clara sur les passés coloniales du mot exploration et son implication. Ces mots explorateur, ils renvoient des imaginaires très différents selon notre origine, notre couleur de peau, notre genre. Si on est plutôt blanc, européen, homme, peut-être ça nous fait rêver beaucoup ces mots, peut-être on a envie d'être cette personne qui huilée aussi a du courage, de l'audace, de la force physique, et l'intelligence y est capable d'affronter des dangers par son propre choix et pas parce qu'il s'enfuit. Donc il est dans la quête de quelque chose qui est plus grand que sa propre vie. Mais quand on est né au Brésil, quand on est né au Groenland et on entend ces mots, peut-être ça nous renvoie à un autre imaginaire qui est celui des gens qui sont venus de loin et qui se sont appropriés des terrains qui avaient déjà des humains qui vivaient là-bas, qui ont renommé des endroits qui avaient déjà des noms, qui ont récartographié des endroits qui étaient déjà cartographiés, pas avec des lignes sur un papier, mais avec les noms qui ont été donnés à ces sites. Quand on dit explorateur, exploration aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre aussi, il faut prendre en considération aussi ces prismes. Quand j'étais au Groenland, quand je suis arrivée là-bas, bien sûr, les gens qui m'inspiraient étaient les grands navigateurs polaires. Et en arrivant là-bas, j'avais une espèce de gêne permanente de regarder plein de gens qui avaient à 1000 fois plus de connaissances sur ces sites que moi et qui pourtant n'étaient pas du tout valorisés
pour être là et pour naviguer dans les glaces comme moi je faisais, qui gagnaient pas plein de followers sur Instagram en publiant leur parcours en bateau. Qui faisaient tous les jours pour aller chasser les phoques, pour aller pêcher, ou pour son plaisir, comme moi, parce que j'avais plein de gens qui me suivaient et qui me valorisaient pour ça, et pas eux. J'ai questionné à quelle est ma légitimité pour parler, pour écrire de cet endroit, et pourquoi il y a des gens qui me lisent et qui ne les lisent pas, pourquoi il y a des gens qui me demandent mon avis et pas les leurs. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut mettre en considération quand on parle d'un monde globalisé où tout le monde est sur les réseaux sociaux. Une grande partie des communications autour de voyages, autour de l'exploration, et pas que, se passe dans cet endroit artificiel dans lequel on peut mourir et rester en vie, et dans lequel on peut mourir en restant vivant. Oui, voilà. Et bon, c'est tout. Loin. Ah oui. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler finalement de cette manière, comment est-ce qu'on concilie aujourd'hui cette aspiration, ce désir personnel du dépassement de soi avec la protection de l'environnement et des limites planétaires? Comment est-ce que ça vous infuse au quotidien, si j'ose dire? Bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui résonnent énormément, mais on est limité, hélas, un peu par le temps. Alors pour répondre à la question posée, déjà le mot dépassement, c'est un mot que je n'utilise jamais, alors que je suis ultramarathonien d'extrême. Donc c'est assez paradoxal, parce que c'est un paradigme activement dangereux, la notion de dépassement de soi. Parce que si vous évoquez le dépassement de soi, ça sous-entend forcément cette notion de performance, cette capacité à aller toujours au-delà. Or, il y a une règle de base, on a tous un corps. Il s'agit de respecter le corps qui vous est donné. Et si le corps casse, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes à l'arrêt. Nous, dans l'ultramarathon des extrêmes, on a un adage qui dit, alors l'ultramarathon, on est capable de faire des courses de 1000, 2000 km. C'est des marches et des courses dans le désert, en totale autonomie, carte boussole. Donc là, on touche vraiment à cette notion de dépassement de soi, mais on a un adage qui dit, le corps ne ment pas, la tête est un gros menteur. Et je crois que la première écologie, c'est la capacité à respecter le corps que nous avons tous. Et ce corps n'est jamais seul. Le corps résonne avec d'autres corps. Et moi, ce qui m'intéresse à la notion de dépassement, je préfère la notion d'accomplissement. Les gens ne veulent pas se dépasser, en général. Ils préfèrent s'accomplir, ce qui est complètement différent. Et à la notion de performance, la fameuse devise olympique du père Didon, qui a été reprise par Pierre de Coubertin. C'est intéressant, vous avez remarqué, le comité olympique a changé la devise. Ils ont rajouté un mot, à altus, fortus, situs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont rajouté un mot, mais un mot en anglais, ce qui est une hérésie, parce que la locution, elle est latine, et ils rajoutent un mot en anglais. On aurait dû rajouter un mot en locution latine, pour être dans une cohérence sémantique linguistique. Ils ont rajouté à côté du altus, fortus, situs, donc le plus haut, plus loin, plus fort. Et là, on touche toujours à cette notion d'Everest, à cette capacité à aller plus loin, plus fort. Et la vie, c'est pas que ça. La question qui nous est posée, c'est mais à quoi ça sert tout ça? Et ils ont ajouté alors un mot, communiteur. Ils auraient pu mettre le mot plutôt latin unita, una, ensemble. Et que peut-être, là, on touche à une véritable réalité, et c'est ça qui m'intéresse dans notre capacité à explorer, non pas des territoires lointains, et je rejoins beaucoup ce qu'évoquait Benjamin, parce que ça me parle beaucoup. Je crois que notre enjeu aujourd'hui, c'est d'aller au plus proche, et le plus proche, c'est les gens qui sont à côté de vous, et que peut-être explorer l'impossible, c'est aller à la rencontre des gens qu'on côtoie au quotidien. Est-ce qu'on les connaît ? Et là, on est dans du dépassement. On n'est plus capable de se rencontrer dans cette civilisation de la vitesse, où tout va vite, où tout va trop vite. Chez nous, dans la tradition berbère, comme je suis d'origine berbère, j'ai grandi avec les aphorismes de la tradition berbère, chez nous, on dit un ennemi, c'est une personne dont on n'a pas écouté son histoire. Et que peut-être là, il y a des explorations à faire, écouter les histoires des autres. Et si on va aller plus vite, plus loin, plus fort et ensemble, je terminerai là-dessus, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'aime beaucoup les propos d'Alain Montesquieu, qui disait dans son traité des lois, et pour moi il résume la capacité à explorer soi, les autres et le monde. On devrait relire Montesquieu en ces temps troubles, troublés, troublants, ce grand philosophe de la lumière, père de la sociologie politique, qui disait, pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, il ne faut pas se placer au-dessus des hommes et des femmes et des enfants, il suffit tout simplement
d'être avec eux. Eh bien, je crois que là, il y a un sujet d'exploration extraordinaire. Comment être avec eux, comment être ensemble, comment être avec soi pour raisonner avec le monde. Clara, pour préparer la table ronde, vous m'avez dit que l'exploration, ça pouvait aussi être une démarche poétique. Ah oui. Je trouvais ça intéressant comme idée. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Oui, peut-être ça ne contredira pas du tout ce qu'ont dit mes camarades autour de la table, mais faire un pas de côté. Moi, je continue d'aller loin occasionnellement, mais c'est vrai que j'ai déplacé le champ de l'exploration, donc de la découverte du monde, d'une meilleure compréhension du monde, sur le plan littéraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'essaye de raconter des histoires, notamment à travers des romans, à partir de l'observation et de l'immersion physique que je fais de certains milieux. Et en l'espèce, le dernier livre que j'ai écrit, il s'est écrit dans quelques kilomètres carrés autour de chez moi, dans les Pyrénées. Donc on parle vraiment de l'exploration du très proche, en essayant d'explorer avant tout le monde qui m'entoure et les relations, et chercher des relations, pour reprendre le terme de Baptiste Morisot qui inaugurait hier cette conférence, des relations ajustées, justes au monde qui nous entoure, juste aux rivières, aux montagnes, aux animaux domestiques, aux animaux sauvages. Et j'essaye de raconter des histoires qui transmettent ensuite cette expérience-là que je fais de cette espèce d'exploration de grande proximité. Et là, donc, il y a un deuxième champ d'exploration, donc il y a celui sur le terrain, qui est d'apprendre à observer différemment ce qui m'entoure. Et vraiment, quand je dis le très très proche, ça commence à ma fenêtre et les oiseaux qui y viennent, et à la rivière où je me baigne tous les jours. Et en cela, les animaux domestiques qui ont accompagné ma vie, qui ont été des chevaux et des chiens essentiellement, m'ont beaucoup aidé, parce que quand on vit avec des chevaux et des chiens, on vit déjà avec des êtres vivants qui ont une perception sensorielle qui est plus développée que la nôtre, aussi bien olfactive, voilà, une meilleure audition, une autre manière de voir le monde et de le percevoir, et qui sont aussi dans le temps présent. Et puis après, c'est comment on retranscrit ça, comment on le raconte pour embarquer avec nous des gens, parce que finalement, rentrer dans un livre, dans une poétique, c'est aussi une manière d'explorer le monde par le regard d'un autre. Et là, c'est comment on restitue aussi des formes de vie non humaines dans des textes. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, et ça rejoindra aussi ce qu'évoquait Christian, le grand champ de l'exploration, c'est comment on trouve des modes de vie effectivement ajustés et respectueux de toutes les autres formes de vie. Et d'ailleurs, si on va par extension dans des sociétés non occidentales, la vie, la roche, par exemple, est aussi investie de la vie. Ce n'est pas le cas pour la science occidentale, mais quand vous allez dans des sociétés andines ou centra-asiatiques ou que sais-je, les montagnes sont vivantes, le sol est vivant, les rivières. Moi, j'ai vécu au Honduras 4 ans. J'ai beaucoup suivi les combats d'activistes qui défendaient des rivières qui étaient considérées comme des entités, des personnes, des individus qu'il s'agissait de défendre comme on aurait défendu quelqu'un. Donc voilà, moi, le champ de l'exploration, il est double. Il est essayer de se nourrir de la fréquentation des animaux, de la fréquentation d'autres cultures pour regarder le monde alentour avec une plus grande acuité, une plus grande attention. Et puis après, sur le plan littéraire, puisque c'est mon outil à moi, mais ça peut être plein d'autres choses, d'essayer de le retranscrire en faisant bouger un tout petit peu les lignes de comment on raconte une montagne. C'est pas juste une surface plate pentue qu'on va gravir. C'est plein d'autres choses. C'est une somme d'écosystèmes, de milieux, de formes de vie imbriquées. Et c'est ça que j'essaye de faire depuis quelques années. Et je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, en fait. Personne ne veut réagir à cette idée que l'exploration est aussi poétique. Allez-y. Oui, bien sûr, je rejoins totalement cette notion de poésie de l'exploration. Moi, ça me parle énormément parce qu'à côté de mes activités, je suis conteur. Donc le conte est une forme également de poétique narrative. Et je crois que plus que jamais, si vous voulez embarquer des gens, embarquer des projets, et on part d'à chacun son Everest pour qu'il y ait un Everest ou qu'il y ait un rêve à l'origine. Vous savez, c'est Victor Hugo qui disait « Rien ne vaut un rêve pour créer le futur ».
Je crois qu'on a besoin de rêver, mais pour rêver, encore faut-il savoir dire les choses. Et je crois beaucoup en la mélodie des sons, à la mélopée des mots, pour pouvoir partager le possible et l'impossible. Et lorsqu'on raconte avec les mots d'une justesse et d'une délicatesse et d'une finesse posée, eh bien peut-être on est capable tout simplement de pouvoir acter une certaine forme de réel. Et je crois qu'aujourd'hui, une autre forme d'exploration, là on a un véritable défi, c'est comment recultiver ce goût de l'émerveillement. Ça, c'est aussi un vrai défi aujourd'hui en ces temps anxiogènes, en ces temps de questionnement généralisé, en ces temps de vent contraire, en ces temps de vacillement d'espérance. On voit très bien qu'il y a une sorte de vacillement d'espérance ici ou là, en ces temps où l'ardeur et la ferveur est plus ou moins mise à mal du fait d'un monde de plus en plus compliqué. Et je crois que plus que jamais, moi, je garde en mémoire, j'ai revu récemment ce week-end un film de Kenzo Mizoguchi, ce grand cinéaste japonais, qui est mort en 1956, et qui disait à ses enfants, « Il faut se laver les yeux entre chaque regard. » Eh bien, je crois que là aussi, il y a un véritable défi, se laver les yeux entre chaque regard. Ça veut dire retrouver la fraîcheur du premier regard, oublier ce que l'on croit savoir, se tenir devant les êtres et les choses comme si c'était la première fois. Et là, on peut retrouver une géopolitique du monde. Et la géopolitique du monde n'a de sens qu'à partir du moment où on est capable d'être avec les gens. Je me permets d'ajouter deux points à ce qui vient d'être dit, parce que c'est fondamental, je pense. Moi, mon travail, donc, c'est d'essayer de comprendre comment le système humain, le cerveau humain, est capable de se transformer quand il est face à de nouvelles conditions de vie, à des nouvelles systémiques. Et Dieu sait si on en a beaucoup aujourd'hui. Et il y a quand même deux choses aujourd'hui qu'on a pu montrer qui sont fondamentales et qui complètent tout à fait ce que Malik et Clara viennent de dire. Clara viennent de dire, c'est que notre cerveau ne peut fonctionner que s'il reçoit des émotions. C'est pas les informations, c'est pas la donnée technique, c'est pas le fait qui fait bouger le cerveau. C'est nos émotions. Toutes nos décisions sont basées sur nos émotions. Donc la question de l'exploration aujourd'hui, elle se repose sur deux choses fondamentales. Fondamentales. La première, c'est comment est-ce qu'on recrée un système scolaire, un système de partage d'informations basé sur l'émotion, pas l'émotionnel, l'émotion, pour aider les personnes à comprendre les enjeux réels de notre futur. Elle est là, la première question. La deuxième question, c'est comment on explore la capacité humaine aujourd'hui de se réapproprier notre temps. Qui, dans cette salle, peut me dire « Oui, moi j'ai tout le temps que je veux pour faire ce que je veux ». Qui, dans cette salle, peut me dire « Je n'ai pas l'impression que ça va trop vite, qu'on est pris dans un système où on reçoit tellement d'informations qu'on n'est plus capable de penser ». On reçoit aujourd'hui, dans notre cerveau, au-delà des informations de la nature, qui sont naturelles et qui sont tout le temps là, entre 1800 et aujourd'hui, on recevait 4 à 5 informations systémiques dans le cerveau en 1800, on en reçoit 2800 aujourd'hui, 800 fois plus. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on est capable de se repositionner sereinement dans un système en transformation profonde avec cette suraccélération cognitive permanente, alors qu'on doit aujourd'hui être capable de redéfinir ce que nous sommes en tant qu'humains, en tant que société, en tant que poète, en tant qu'émerveillement, en tant qu'émotion. Et ça, si vous avez une exploration à faire dans vos vies aujourd'hui, elle n'est pas d'aller à l'autre bout du monde ou d'aller même en France ou quoi que ce soit. Elle est déjà de vous reposer cette question, comment j'explore ma propre réappropriation du temps. Décidément. J'oublie d'appuyer sur le bouton. Je rebondis avec une question qu'on a souvent, c'est pour vous Christian Clot, de nos lecteurs de La Croix, que je vous invite par ailleurs à lire, puisque nous avons fait un numéro spécial sur la nature qui est disponible dans cet événement. Non, mais c'est vrai que... Voilà, merci Christian. On a régulièrement cette question, alors qui rejoint celle de l'exploration et de la recherche, notamment sur le climat, et des gens qui nous disent, mais au fond, on sait déjà tellement de choses, on connaît déjà tellement de choses, et on bouge tellement peu, à quoi ça sert? À quoi bon de continuer la recherche sur le climat? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et sur les finalités de la recherche, et comment est-ce que ça pose quand même la question de la pédagogie et de qu'est-ce qu'on fait aussi des résultats de la recherche. Vous m'en parliez quand même pour préparer là encore la table ronde.
Vous avez 2 minutes. On a parlé pendant 1 heure de ce sujet. Donc, non, 3 choses. Je crois que, 1, croire qu'on peut arrêter la recherche sur la question climatique ou quoi que ce soit, c'est évidemment une aberration. Le besoin de connaissance, il est permanent, il est nécessaire. Les choses, elles évoluent. Nos systèmes atmosphériques, nos systèmes climatiques, ils évoluent. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui d'un système n'est pas ce qu'on connaîtra demain. Donc, il est nécessaire de continuer l'observation, la compréhension et la capacité de savoir ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, c'est clair qu'on ne doit pas confondre cette notion spécifique de la recherche qui est systématiquement nécessaire, de penser encore une fois qu'on sait, c'est une aberration par rapport à l'ensemble et l'ampleur de ce qui est en jeu. Aujourd'hui, on parle du climat, mais ce qui est complètement fou, c'est qu'on continue de diviser les systèmes. On divise les humains comme on divise les systèmes. Je vous donne 2 exemples. Introduction de la COP à Cali sur la biodiversité. Nous devons impérativement sanctuariser les océans pour les protéger. Introduction de la COP 29 en Azerbaïdjan sur le climat, nous devons impérativement forer les fonds marins pour obtenir les terres rares nécessaires à la construction des batteries pour protéger le climat. Voilà, on en est là. Donc on est dans un système où on croit encore qu'on va pouvoir diviser les systèmes pour mieux les protéger. C'est une aberration. Donc on n'a encore rien compris en réalité à ce besoin d'équilibre, de systémie, d'apaisement de notre équilibre en tant qu'humain et de notre nature. Donc on doit tout comprendre encore. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a ça, il faut aller aux humains. Et aller aux humains, ce n'est pas avec les 6302 pages du rapport du GIEC qu'on va y aller. Ça, c'est faux. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, il le faut ce rapport. Mais ce rapport, il donne une information. Votre cerveau, notre cerveau, n'est pas capable de changer un système sur une information. On change de système parce qu'on a une émotion, encore une fois. C'est fondamental. De croire qu'on va apporter la data, ça fait 50, 60 ans qu'on le fait. Ça fait 60 ans qu'on sait à peu près la plupart des choses qu'on a besoin de savoir pour protéger notre planète. Les premiers rapports, c'est 1972. Et encore, là, on ne parle même pas de ceux de 1848, on ne parle même pas de ceux de von Humboldt, en 1835, écrit déjà. Nous sommes en train de détruire notre nature par nos activités européennes et nous détruisons l'Amazonie. Enfin, je veux dire, bon, bref. Donc, l'émotion, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, posez-vous cette question de la scolarité. À quel moment de le système scolaire on apprend aux enfants à comprendre, appréhender, travailler leurs émotions? À quel moment on leur apprendre à non pas savoir quelque chose, mais à appréhender un projet, une manière de comprendre, une manière de construire, une manière de partager. Vous êtes ici dans cette salle, elle est extraordinaire. La coopération des humains ne se crée que parce qu'on voit les visages de l'autre. On coopère parce qu'on se voit. Et on est encore dans des écoles ou des salles comme ici, où on est tous les uns derrière les autres et on voit le dos de nos compagnons. Nous ne pourrons pas construire un système émotionnel capable de chercher les équilibres nécessaires par rapport à notre nature en étant les uns derrière les autres. Malek, vous voudriez réagir à cette idée Non, mais c'est plutôt sur la dimension humaine, exactement. Comment est-ce que l'humain, finalement, c'est par l'humain que ça doit passer ? Ah bien sûr, je crois que tout tourne autour de l'écologie humaine. Moi, je parle plutôt d'écologie humaine, d'écologie relationnelle. Il y a peut-être une question fondamentale aujourd'hui que nous devons nous poser. Vous savez, c'est Edgar Morin qui écrivait dans La Voix la question de la terre-patrie. Et la terre-patrie, c'est la question qui est posée dans toutes les COP. Et c'est ce qu'a évoqué Christian, et il a tout à fait raison. On s'agite tous par rapport à la question « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?» Question qui est fondamentale, certes, parce que c'est un biotope, un écosystème qui nous porte. Mais que peut être l'enjeu des enjeux? Il y a un autre changement climatique qui est beaucoup plus violent. Alors, il y a un changement climatique externe, le réchauffement de la planète. Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants? Très bien. Mais il y a un autre changement climatique qui est tout aussi violent, c'est la glaciation de nos rapports sociaux, la peur des altérités, le rejet, le fond de l'air est de plus en plus brun. Et donc la question la plus importante en ce qui me concerne en tant qu'anthropologue et ultramarathonien, parce que l'ultramarathon c'est qu'un prétexte pour partir à la rencontre des mondes, et j'essaie de répondre toujours à ces 3 questions, c'est qui les gens, c'est quoi le monde et comment ça marche, donc ça sous-entend la rencontre, et la question la plus importante en ce qui me concerne, c'est un parti pris, on devrait faire un chiasme en poésie, on inverse les prédicats, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants devient quels enfants allons-nous laisser à notre planète.
Autrement dit, la question qui est posée, c'est celle de l'éducation et de la transmission. En transmettant, en éduquant, on sera peut-être sensibilisé aux enjeux du climat, mais peut-être pas l'inverse, parce que ça ne parle pas aux gens des rapports de 6500 pages. Quand vous voyez au mois d'octobre, il fait 28 degrés à Paris, on va tous en terrasse, on est hyper contents, génial, le changement climatique, on ne se pose pas la question, on est très contents. En revanche, la question qui nous est posée, effectivement, c'est cette question fondamentale de l'éducation, de la transmission, où aujourd'hui nous vivons une sorte d'infusion, une sorte de confusion, une sorte d'inversion des valeurs dans nos rapports sociaux. Et je vois que peut-être on a de grandes leçons à recevoir des peuples premiers, ces fameux peuples racines. Moi, j'ai cette chance de pouvoir les rencontrer en tant qu'anthropologue ultramarathonien. Alors aujourd'hui, je me définis comme un anthropodologue, c'est mon métier. Anthropologue et podologue, ça donne anthropodologue. On associe la podologie et l'anthropologie parce que je raisonne plus avec les pieds qu'avec la tête, parce que je crois beaucoup plus aux orteils qui palpitent la surface de la croûte terrestre, qui nous donnent beaucoup plus de consistance que par rapport au cérébral. Vous savez, par exemple, dernièrement, j'étais en Mauritanie. Quand vous rencontrez ces gens, mon enjeu, la course à pied, c'est qu'un prétexte pour rencontrer ces gens qui vivent dans les déserts, ces peuples premiers, ces peuples racines. Ils ne sont pas dans le futile, ils sont dans l'utile. Parce que là-bas, ils n'ont qu'une question, c'est vivre, survivre, manger, dormir, avancer. Vous imaginez, quand vous arrivez, parce qu'on est à peu près une dizaine de personnes à partir, au bout d'une heure, vous êtes tout seul, et moi, ce qui m'intéresse, je suis un pisteur, c'est d'aller rencontrer ces peuples et comprendre comment ils vivent dans un univers contraint, parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Les caravanes, elles existent encore dans les déserts. Quand vous arrivez dans un village, je n'ai pas le profil social. Vous imaginez bien, vous êtes en short, vous avez tout le barda, vous avez des montres de partout, vous avez la frontale. Ils vous voient arriver. Ils hallucinent parce qu'ils se disent, à 2000 km, il n'y a rien, il y a un gars qui arrive à pied. Et ils se disent, mais il sort d'où ce gars-là? Mais ils savent que vous allez arriver parce que le désert a des yeux. Vous croyez que vous êtes seul? Ce n'est pas vrai. Hein. Ils sont partout. Ils vous suivent de très loin. Et à un moment donné, c'est eux qui décident de venir à votre rencontre. C'est pas moi, j'ai appris ça avec le temps. Moi, je croyais que toujours, je suis un pisteur génial, j'arrive à les rencontrer. Non, c'est eux qui décident à un moment donné quand ils veulent venir te rencontrer. Et quand tu arrives, ce qui est fascinant, et ça, ce sont des leçons qu'on a peut-être perdues dans nos sociétés modernes d'abondance, l'hospitalité. Ils vous accueillent. Ils ne vous posent pas de questions. Et je rejoins ce qu'a dit à un moment donné Clara, lorsqu'elle a évoqué effectivement que la nature est déifiée. Là-bas, donc l'eau, vous savez, dans les déserts, l'eau est une déesse dans les peuples premiers. En Mauritanie, ça s'appelle les Imragen, ça s'appelle Emen, comme dans le terme berbère. Parce que là-bas, ils disent on reconnaît la valeur de l'eau lorsque le puits est à sec. Que nous, on a perdu la valeur de l'eau, tout simplement. Et quand ils vous accueillent, la première chose qu'ils font, ils vous donnent de l'eau. Vous n'avez même pas besoin de poser de questions, ils vous donnent de l'eau, automatiquement. Parce qu'ils savent que c'est fondamental. Moi, ce que j'ai besoin quand j'arrive les voir, moi, j'ai qu'une crainte, c'est que je me suis perdu. C'est la charge mentale la plus puissante. On a la carte à la boussole. Je sors ma carte, je sors ma boussole, et très vite, je leur demande où est-ce que je suis. Et eux, ils vous regardent. Ils sourient, et ils vous disent, ils enlèvent la carte et la boussole, et ils vous disent, alors ils parlent en tamatchek, moi je maîtrise le tamazight, et ils vous disent, la dernière dune que tu as traversée, c'était où? Raconte. Et là, tu reprends la question, comment ça la dernière dune? Quelle dune? Il y en a plein des dunes derrière, j'en ai traversé plein. Et ils te disent, non mais dis-nous, les dunes que tu as traversées, je te dirai où tu es. Je suis incapable de leur dire les dunes que j'ai traversées, je fonctionne à la carte et à la boussole. Chez eux, chez les Imragen, ils ont plus de 150 mots pour décrire la couleur sable. 150 mots pour décrire la couleur sable. Et donc là, on reçoit des leçons. On vit dans un monde d'artifice, dans nos sociétés modernes. Eux, en revanche, ils sont connectés à la terre. Et là, vous vous dites que vous n'êtes pas grand-chose et que peut-être on a encore des leçons à recevoir de ces gens-là. Tamara, vous avez redécouvert le plaisir de la marche au Groenland. Et vous m'avez même dit que c'est parce que vous étiez au Groenland que vous avez réussi à redécouvrir le plaisir de la marche. Ça me fait penser beaucoup à la discussion qu'on était en train d'avoir juste avant avec Christian et Clara sur les rapports qu'on a avec les temps. J'ai décidé d'aller au Groenland parce que, en tant que navigatrice, je voulais passer longtemps en mer. Et les voyages les plus longs que j'ai pu trouver pour passer au maximum de temps en mer possible sans devoir m'arrêter nulle part, c'était pas un voyage dans l'espace, mais un voyage dans le temps.
ça serait de rester bloqué dans la mer, prise par la mer gelée. Et ça serait un voyage qui serait encore plus long qu'un tour du monde, donc ça me convenait très bien. Ça a été difficile de trouver l'endroit pour passer l'hiver parce que la banquise, elle est de moins en moins large et de plus en plus fine. Donc il fallait que je trouve un endroit où j'étais sûre que la mer allait geler, que la glace serait suffisamment épaisse pour qu'elle ne casse pas au milieu de l'hiver et ne met pas les bateaux, ne détruit pas les bateaux. Donc j'ai dû trouver un fjord qui était suffisamment abrité pour pouvoir faire ça. Après, pendant ces démarches, je me suis aussi rendu compte que j'étais quelque part dans une quête d'une fiction que j'avais dans ma tête. J'étais tellement obsédée par cette idée que je devrais m'éloigner encore plus que je m'y attendais au départ. Je pense qu'il y avait un espèce de biais. J'avais tellement envie de transformer mon rêve en réalité que je devrais aller super loin pour ne pas me retrouver, par exemple, dans une zone où les choses n'allaient pas se passer comme je les avais rêvées. Et finalement, la vie réelle était très différente de ce que j'ai vécu, et c'est comme ça que je savais que c'était réel. Dans ces voyages, j'avais été inspirée par plusieurs récits où les choses s'étaient pas toujours bien passées. Et au départ, j'avais très très peur. Mais au fil du temps, lorsque j'acceptais d'avoir peur en permanence, et j'ai transformé la peur dans une compagnie, dans cette entité qui m'accompagnait, qui parfois était très relou, et parfois parlait très fort, et parfois avait des débats, des discussions avec moi. Parfois elle était plus calme, elle restait loin, elle laissait balader loin. Et au fil du temps, j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir. Cette fois-ci, pas par des éléments extérieurs comme, je sais pas, les plaisirs de retrouver quelqu'un parce qu'il n'y avait personne, les plaisirs d'acheter quelque chose parce que je ne pouvais pas acheter, les plaisirs d'avoir de la reconnaissance parce que même si je décédais, les gens n'allaient pas forcément être au courant avant quelques jours, et probablement je deviendrais nourriture de renard. Donc les plaisirs, il était de marcher. Et pendant que j'ai marché, c'était comme si tout ce pour lesquels j'avais travaillé avait valu la peine. Pas parce que j'étais arrivée au Groenland, mais juste parce que j'étais capable de mettre un pied après l'autre, et aller dans une direction qui me montrait quelque chose de nouveau. Je pense que par rapport à ce que disaient Christian et Clara juste avant le début de cette table, l'effet d'être isolé, peut-être des distractions et du temps aussi, de ce temps chronométré et artificiel qu'on a en ville, me permettait de retrouver les plaisirs du corps, le plaisir avoir froid et après mettre mes mains dans des gants et retrouver du chaud, les plaisirs d'avoir faim et manger une nourriture, les plaisirs d'entendre des nouveaux sons avec mes oreilles, de sentir des nouvelles odeurs avec mes narines, les plaisirs de juste se sentir en vie. Et ça laissait aussi une place pour quelque part avoir les droits à ce qu'on pourrait considérer folie, qui était celle de changer les rapports que mon corps avait avec les espaces, mais déplacer pas seulement avec mes pieds, mais aussi avec mes mains quand la neige était trop molle et qu'il fallait que j'ai métal pour faire moins de pression et descendre moins. Quand j'étais assez haut dans une montagne et pour descendre, je descendais assise dans, je sais pas, ski fesse. Et ces rapports au temps me laissaient aussi de la place pour peut-être être créative au folle. J'ai découpé des morceaux, des extraits des livres de mes bouquins, et j'ai recollé, j'essayais de recréer des récits avec des extraits de plusieurs livres. J'ai dessiné des choses, j'essayais d'apprendre à jouer des instruments alors que je ne savais pas du tout jouer des instruments avant, et je trouvais que c'était excellent ce que je faisais.
Et je pense que j'avais fréquemment la sensation d'être en train de gagner du temps de vie et pas les perdre. Et les premières sensations que j'ai eues en revenant au dernier village auquel j'avais été avant, c'était que pendant ces 8 mois, plein de gens avaient travaillé beaucoup. Et je ne voyais pas trop la différence. Les gens avec qui j'avais interagi avant, ils étaient également insatisfaits avec les objets qu'ils avaient. Ils étaient toujours en train de chercher d'autres objets. Les gens qui avaient beaucoup travaillé pour monter un poste dans leur travail, ils étaient toujours insatisfaits avec les postes qu'ils avaient, toujours dans la quête d'un poste supérieur. Des gens qui avaient déménagé, ils étaient toujours insatisfaits avec la taille de leur maison. Ils voulaient encore une maison plus grande, au mieux décorée. Et moi, pour la première fois, j'avais juste l'impression que j'étais satisfaite, que tout ce que j'avais me suffisait très bien et que j'avais appris quelque part à donner de la valeur à mon temps, comme disait Christian. Et tout ce que je souhaitais, c'était que tout le monde puisse se donner les droits de faire semblant qu'ils étaient morts pendant une semaine pour aller s'isoler quelque part, peu importe où, et retrouver ces plaisirs, cette expérience de vivre avec son corps et dans ces temps qui est le temps du corps humain et pas celui des chiffres qu'on pose sur des éléments électroniques. Là encore, tu nous parles plus d'accomplissement que de dépassement, justement. Benjamin, j'aimerais bien vous entendre sur cette idée, comment trouver du plaisir dans la sobriété, parce que finalement, c'est ça un peu aussi qu'on essaye, enfin qu'on se raconte là aujourd'hui, même si au final, vous êtes tous des aventuriers, vous partez tous loin et ça glane pas forcément cet imaginaire de la sobriété. Toi, c'est ce sur quoi tu travailles, c'est repenser le plaisir et la sobriété. Oui, c'est tout à fait ça. Effectivement, je pense qu'on a tous parlé un peu d'un sujet crucial qui est notre rapport au temps. La société moderne est de plus en plus en train de nous voler ça, nous prendre notre temps. On doit le diviser en plein de tâches, en plein de choses. Tout va de plus en plus vite. Et moi, avec le confinement, hein, c'est cliché, mais avec le confinement, j'ai découvert un nouveau rapport au temps et ça m'a énormément marqué. Et j'ai voulu explorer ce rapport au temps différent. Et en creusant, je me suis dit, en fait, elle est peut-être là la solution. Elle est dans le ralentissement, dans le moins, dans en fait, le plus grand luxe, c'est clairement le temps et pas l'argent. Donc moi, je me suis mis un peu à explorer cette démarche de sobriété et j'ai été subjugué par tous les bénéfices, tous les co-bénéfices de ce ralentissement. Et donc voilà, c'est un peu ça que j'explore à travers mon projet, c'est d'accepter de ralentir, d'accepter d'aller moins loin, d'accepter de faire moins fou, moins grandiose, etc. Et de voir quels effets ça fait sur moi, sur ma santé mentale, sur mon bien-être, parce que c'est ça qui est la clé, hein, c'est le plus important, c'est qu'on se sente bien sur ce court passage sur Terre. Et clairement, c'est ultra bénéfique. Il n'y a pas débat. Moi, je suis beaucoup moins stressé, alors pas maintenant tout de suite là, mais depuis que j'ai décidé de ralentir, moi avant je travaillais dans la Silicon Valley, mon rêve c'était de gagner plein d'argent, j'étais pas du tout modeste, je voulais être Zuckerberg, moi je veux plus du tout être Zuckerberg maintenant, mais voilà, c'était ça mes projets. Et puis en fait, depuis que moi tout ce qui me fait kiffer, c'est dans des cabanes, c'est de ralentir, c'est de gagner moins pour avoir plus de temps, je suis beaucoup plus aligné, beaucoup mieux. Donc voilà, moi c'est vraiment ça, je pense la clé du succès de l'humanité sur cette planète, c'est de se modérer, c'est un peu de ralentir, c'est d'être plus équilibré. Moi je suis absolument contre l'extrême, c'est-à-dire je suis pas, par exemple, si on parle de l'exploration du voyage, je suis pas pour dire il faut complètement arrêter d'explorer le monde, il faut complètement être zéro déchet ou zéro matériel neuf. J'ai dit ça dans mon projet. Moi je suis pas un super zéro du tout. Je pense qu'il faut se permettre un peu de temps en temps d'aller plus loin, d'aller explorer le monde. C'est super utile, ça a plein de bénéfices, mais il faut juste le faire moins, il faut ralentir. Moi je combats l'excès, pas l'exception, hein, tout simplement. Et le problème c'est que notre société, elle est tellement puissante, on a tellement de machines, de ressources, etc., que
bah, on n'a plus vraiment de limite, donc on peut assez facilement tomber dans l'excès, voilà, d'argent, de consommation, de voyage, de tout, parce que cette société occidentale, notamment, bah, ce qu'elle veut, c'est débloquer toutes les limites, mais au bout d'un moment, bah, y a des limites planétaires qui nous rappellent qu'on n'est pas des surhommes. Enfin, si Elon Musk veut aller sur Mars, je suis très content qu'il y aille et qu'il y reste, mais je veux dire, moi... Mais voilà, il y a un moment, en fait, il faut juste accepter qu'il y ait des limites. Et moi, j'ai joué depuis 5 ans dans ce nouveau, on va dire, cercle, dans ce nouveau cadre. Et il est ouf, ce nouveau cadre du ralentissement, de prendre plus soin de soi, du temps. En fait, c'est extrêmement... Enfin, il est là, l'alignement. Alors après, le souci, c'est que ça fait pas beaucoup rêver, quoi. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est qu'avec ça, on n'arrive pas à faire rêver grand monde. Je sais pas, quand je parle de sobriété, moi, on me renvoie aux Amish, voilà, à la lampe à huile, aux grottes. En général, à partir de ça, pour embarquer les gens, c'est compliqué. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, là où on se plante pas mal, à mon avis, dans notre combat, dans notre engagement, c'est qu'on n'est pas très sexy. Alors on est très fort pour intellectualiser la chose. Voilà, on a la science, qui est dans notre camp, on a plein d'études, etc. Mais par contre, pour rendre ça cool et attirant, on est vraiment naze. Donc je pense qu'aujourd'hui, le grand sujet, c'est il faut continuer à avoir de la science, il faut continuer à explorer, il faut continuer à développer la recherche, parce qu'on veut faire tomber toutes les objections, surtout les plus ridicules. Donc la science permet ça. Mais là où on peine et là où c'est très important d'agir aujourd'hui, c'est rendre ça cool, rendre ça sexy, rendre ça fun et désirable. Alors bien sûr, il y a des contraintes, mais il y a mille et une manières avec l'art, avec plein de choses, de rendre ça quand même attirant. Moi, je suis absolument convaincu que si on mettait les 50 plus grands publicitaires du monde dans une salle et qui nous faisaient que des pubs sur la sobriété, en 50 ans, la surconsommation, c'est ringardisé, même pas en 50 ans, en 5 ans, là. On ringardiserait, je sais pas moi, Chine, Balenciaga et tous ces trucs horribles, là. Et on rendrait ça hyper cool de ralentir, de repiécer ses pièces, de faire du seconde main, de tout ça. Donc il est là le sujet aujourd'hui, c'est il faut vraiment essayer de rendre ça cool. Alors là, on se prend un peu une grosse vague dans la tronche en ce moment avec Trump et tout ça, on a l'impression qu'on retourne en arrière. Moi, je suis assez convaincu que c'est, comme le dit Alain Damasio, c'est plus un ressac qu'une lame de fond ce qui est en train de se passer. C'est le vieux monde qui est là, on va crever, il faut qu'on fasse n'importe quoi, il faut qu'on donne tout dans la bataille. Mais il faut qu'on lâche rien, il faut pas qu'on lâche face... Parce que moi, je suis un peu déprimé en ce moment, mais en fait, il faut pas céder à ça. Il faut continuer à raconter que c'est de la balle de ralentir, que c'est trop bien les semaines de 4 jours, de 3 jours, de tout ça. Il faut le dire aux patrons, même s'ils sont en PLS quand on leur dit ça. Enfin bref, voilà. Je pars dans tous les sens, mais ce que je veux dire, c'est que allez-y, testez la sobriété, c'est de la balle, et c'est ça l'avenir. Voilà. Quelqu'un pour réagir à tester la sobriété, c'est de la balle? Moi, j'aimerais que Christian parle un peu et Clara peut-être, du phénomène du déni. Pourquoi on a ces dénis et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller contre les dénis climatiques? Moi, je sais pas, je vais pas répondre en 2 minutes, mais c'est une conversation qu'on a eue avant en prenant des cafés, et on se disait qu'effectivement un certain nombre, et ce qu'on dit là aussi, de nouvelles ou de sommes d'informations, qu'elles soient scientifiques ou médiatiques, enfin vous le savez tous, elles sont parfois accablantes. Et j'ai pas moi de réponse dans l'absolu, mais c'est vrai que quand on est trop accablé, on a tendance à être dans un déni parce qu'il faut continuer d'avancer. Donc soit on s'écroule, on fait une dépression, et j'ai connu pas mal de gens qui sont passés par là. On fait de l'éco-anxiété, soit on est dans le déni complet et on continue droit dans le mur. Et c'est là où, en tout cas moi, à mon niveau, ce sur quoi je travaille, c'est des récits, c'est des histoires, et ça rejoint aussi ce que Christian appelait de ses voeux, c'est-à-dire quand on est romancier ou poète, je pense qu'on travaille en complémentarité avec des gens qui font de l'action sur le terrain, qui sont des politiques, ou des gens qui sont des scientifiques, mais on s'adresse à un autre endroit, à l'endroit des émotions, effectivement. Quand on arrive, par exemple, si on revient sur la sobriété, moi, ce que j'essaie de faire dans un dernier roman, de toucher les gens avec des histoires de bergers qui vivent dans des cabanes, de gens qui sont au plus près de la montagne, qui essaient d'être en communication avec les animaux autour d'eux, avec les forêts, avec les rivières, qui ne ressemblent pas forcément aux lecteurs qui nous lisent, mais quand tout d'un coup, quelqu'un va être touché par cette histoire-là, par le prisme de ce personnage-là,
et va se dire, tiens, voilà, ce gars-là, il est dans une montagne, effectivement, qui n'est pas lointaine, qui est en France. Alors moi, c'est mon quotidien aussi maintenant, parce que je vis depuis plusieurs années dans ces régions-là. Donc nécessairement sobrement, parce que de toute façon, le premier supermarché, il a 1 heure de route, j'ai même pas l'occasion de m'y rendre. Mais quand on arrive à toucher les gens, parfois, il se joue quelque chose qui, effectivement, ne passerait pas juste par la somme d'informations qu'on peut infliger, entre guillemets, à quelqu'un. Et au point que moi, j'ai des lecteurs, parfois, qui viennent me voir en disant « Mais moi, je m'en fous de l'écologie, mais j'adorais votre livre. » ou « J'aime pas la montagne, mais ça m'a beaucoup touché. » Enfin, et en fait, très bien, ça me va très bien, parce que, justement, on va aussi atteindre des gens qui ne sont pas des convertis, entre guillemets. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est comment on touche des gens qui ne sont pas des convaincus. Finalement, là, je pense que malheureusement, on est tous un peu des convaincus dans la salle. Comment on élargit un peu le cercle. Et la fiction, sous plein de formes, hein, ça peut être la chanson, le cinéma, les jeux vidéo, que sais-je, la BD, c'est un outil parmi d'autres. L'écriture, cela étant dit, c'est quand même l'outil le plus sobre. Parce que toi, dans ton bateau, moi, dans ma petite maison de montagne, on a un cahier, un crayon, éventuellement un ordinateur, mais même pas obligé. Et on peut produire quelque chose qui, parfois, est aussi puissant qu'un outil de cinéma qui va nécessiter des moyens et qui va consommer beaucoup de ressources. Donc, voilà, moi, je pense que la littérature n'est pas morte parce que c'est vraiment l'outil sobre de demain pour créer de nouveaux récits, quoi. Alors, merci. Tout ce que vient de dire Clara, c'est des évidences nécessaires à rappeler, hein, que la littérature et l'imaginaire qu'on génère par ça, elle est fondamentale. Je vais essayer de répondre en très peu de temps à la question de Tamara. La chose qui est importante à bien réaliser, c'est qu'on a des limites planétaires comme on a des limites humaines et cognitives. Parmi ces limites, il y en a une qui est fondamentale, c'est notre fonctionnement cognitif. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que vous avez envie de changer? Et malheureusement, ou heureusement en tout cas, c'est comme ça, le cerveau il fonctionne sur un principe de coût-bénéfice. Ce n'est pas de l'économie financière, c'est de l'économie cognitive. À savoir, l'effort que je vais donner pour faire quelque chose, m'apporte-t-il le bénéfice que j'attends et qui correspond à quelque chose dont j'ai envie? Et cette notion d'envie, elle est fondamentale. On ne se bat pas pour changer quelque chose qui nous paraît moins bien à l'arrivée. C'est comme ça. On a besoin de croire que ce pour quoi on se bat nous amène à quelque chose qui est plus agréable, plus intéressant, plus fascinant pour nous en tant qu'humains. Et là, je suis prêt à me battre pour changer quelque chose. La question donc, c'est quelle est la finalité vers laquelle on veut aller? Et le déni aujourd'hui, il passe par une chose très simple qui s'est modélisée de manière très concrète, et l'histoire de Benjamin sur les publicitaires dans une salle est très représentative parce que ça s'est passé comme ça. On a déterminé un jour que la désirabilité fonctionnait sur l'objet, que c'était plus simple en tant qu'industriel, de vendeur, de système, de générer une désirabilité sur un objet que sur une théorie intellectuelle. Donc on a défini le bonheur humain, en tout cas en Occident, hein, on a défini le bonheur humain comme la possession d'un objet. Et à partir de là, forcément, si je vous dis qu'est-ce qui vous rend désirable l'avenir, c'est la possession d'un objet. Et c'est cette désirabilité-là qu'on peut faire évoluer, déjà, intellectuellement. Parce que, encore une fois, si je dois me battre pour quelque chose qui me donne envie d'un futur, il faut que cette envie du futur soit concrétisée par quelque chose qui est une envie profonde, pour moi humain. Donc on a une redéfinition à ça. Et si je vous pose la question, je ne vous demande pas forcément d'y répondre, mais peut-être que vous pourriez le faire tout à l'heure, qu'avez-vous envie de laisser à vos enfants ou aux personnes que vous chérissez? Est-ce que c'est un chewing-gum Malabar? Est-ce que c'est une télévision? Ou est-ce que c'est un air pur? Ou est-ce que c'est une forêt? Ou est-ce que c'est du temps? Et quand on regarde ce qu'on a envie de laisser aux êtres qui nous sont proches, quand on pose cette question, et ça a été fait, hein, on a fait des études là-dessus, les réponses ne sont jamais liées à des objets. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui, et l'humain est prêt à ça aujourd'hui, à redéfinir notre exploration du futur comme de l'intemporel et de l'intangible, plus que du solide et de l'objet. Et si on fait ce basculement à l'école, dans nos quotidiens, dans nos manières de parler aux autres,
Non pas pour leur demander d'arrêter, non pas pour leur interdire, non pas pour leur dire tu dois stopper ça, puis si jamais tu as arrêté de manger de la viande, je t'engueule quand même parce que tu continues de prendre l'avion. Et si jamais tu as fait un truc bien, je vais quand même te dire que tu n'as pas fait assez. Et on arrive à un syllogisme impossible dans le cerveau. Le syllogisme impossible, il est tu dois tout changer en, par exemple, 3 ans parce que sinon la Terre est foutue. Moi, humain, je sais que je ne peux pas changer en si peu de temps, que je ne peux pas changer la société en si peu de temps. Donc j'arrive à cette, ce que disait tout à l'heure Clara, cette impossibilité cognitive de se sentir pris dans un système qu'on ne maîtrise plus et on n'a plus le courage d'y faire face. Donc le déni, il ne passe pas par l'incapacité des humains et de nos cerveaux, il passe par cette systémique remplissage cognitif d'informations. Tu parlais de Trump tout à l'heure, il a une méthode qui est très simple. Il remplit l'espace d'informations. Du coup, ça va tellement vite qu'on n'est plus capable de comprendre tout ce qu'il dit. À un moment donné, soit on lutte, puis la plupart des gens vont abandonner, parce que c'est trop. Eh bien, redéfinissons cette notion-là de cette désirabilité future comme un objet qui n'est plus tangible, mais qui est l'air, l'émotion et le bonheur d'être ensemble. On a quand même envie de savoir, vous en tant qu'aventurier, explorateur, enfin vous avez toutes ces casquettes, c'est quoi vous, vos dilemmes personnels et éthiques au quotidien dans justement dans vos missions? Parce que nous, on est tous, enfin, on a pas mal tourné autour de cette idée que on est tiraillé, un peu bourré d'injonctions contradictoires. Est-ce que l'un de vous a envie de témoigner sur ces dilemmes éthiques et personnels? Il y a moins de monde pour répondre là. Laissez-moi un peu le temps de la réflexion, parce que c'est terrible aujourd'hui, hein, dès qu'il y a une question, il faut répondre tout de suite. On a parlé de temporalité. Eh bien, on a perdu ce temps de se poser, de réfléchir, de laisser maturer la question et de voir s'il y a réponse. Et je ne sais même pas si je suis capable de répondre à la question. Moi, j'aime beaucoup les propos de Socrate qui disait les questions rassemblent. Ah, non, attendez, non, mais je vais y venir. Mais j'aime beaucoup ce que disait Socrate. Socrate, il disait les questions rassemblent, les réponses divisent. Alors, je vais donner une sensibilité. Un des dilemmes me concernant aujourd'hui, voilà, parce que je suis en train de basculer dans ma pratique d'ultramarathonien d'extrême, dans cette capacité à traverser les déserts. Alors, c'est devenu également une source d'inspiration, le fait d'aller rencontrer les peuples premiers et d'apprendre. Mais la question qui s'est posée à un moment donné, c'est de se dire comment on bascule du dépassement de soi, parce que c'est vrai, quand vous faites des grandes traversées, on est dans cette thématique du dépassement de soi, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le dépassement de soi, c'est comment on bascule du dépassement de soi à l'accomplissement du nous, la capacité à fédérer, la capacité à embarquer. Autrement dit, la question qui nous est posée, comment on bascule de la solitude des énergies? Jamais les gens n'ont été aussi seuls, derrière leurs écrans en particulier. Les gens sont connectés, mais ils ne sont pas reliés. Il y a une grande nuance. Comment on bascule de la solitude des énergies à la synergie des attitudes, le fait de se retrouver. Et donc, la pratique de l'ultra, on pense qu'on est dans une aventure solitaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le solidaire, toujours. Alors, je m'entoure de tout un écosystème qui va me permettre de pouvoir faire ces grandes traversées, mais je reste tout de même seul dans le désert. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment j'embarque. Dire, c'est bien, mais je crois beaucoup plus à l'agir. Et donc là, le dilemme, je l'ai répondu parce que j'ai créé les 42, et là, c'est intéressant. On va embarquer des jeunes dans une nouvelle aventure pour créer une nouvelle espérance. Et là, on touche à la synergie des attitudes. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de faire commun. Non seulement de faire commun, c'est l'action, au-delà du récit commun, où on a besoin de rêver, on a besoin d'avancer, on a besoin de comprendre ce monde qui est devenu un peu fou. Hein. Mais je crois que plus que jamais, le secret de l'action, c'est d'y aller. Le secret de l'action, c'est de faire ensemble. C'est de ça dont on a besoin, faire ensemble. Alors, je me suis dit, il y a 3 ans, c'est des amis marocains qui m'ont donné l'idée, des berbères marocains, moi je suis plutôt d'Algérie, à Kenitra, il y avait une course, et des jeunes m'ont dit, mais Malek, pourquoi tu ne nous accompagnes pas sur du 10 km? Tu crées un club. Un club, ça ne m'intéresse pas, on est dans la performance. Qui dit club, dit forcément performance, compétition, ce n'est pas l'enjeu de la vie. Mais ils ont semé une graine, et je me suis dit, tiens, après tout,
moi qui traverse les déserts, qui embarque, qui après raconte des histoires, parce que je crois beaucoup au narratif, comme l'a évoqué Clara, je me dis, tiens, on va aller embarquer des jeunes, et on va leur donner une nouvelle espérance à des jeunes qui ne font rien, surtout aujourd'hui. Et donc j'ai créé les 42 pour pouvoir répondre à ce dilemme, comment on bascule du solitaire au solidaire. Et les 42, c'est quoi? C'est 42 km. Je reviens sur marathon, parce que le marathon peut être près, on n'est pas obligé d'aller au large, il y a plein de marathons dans le monde, il n'y a pas un week-end où il n'y a pas un marathon. 42 km pour 42 jeunes de 18 à 28 ans. Donc je vais chercher des jeunes de 18 à 28 ans. Alors je vous rassure, on est jeunes jusqu'à 60 ans, parce que je vois des froncements de sourcils. Il n'y a pas d'âge, c'est un état d'esprit. La jeunesse, l'état d'esprit n'a pas d'âge. Donc des jeunes de 18 à 28 ans, c'est comme ça, mais des jeunes qui ont quitté l'école, cabossés par le système scolaire. Ça a été évoqué un peu par Christian et je le rejoins tout à fait. Au système scolaire, il faut proposer un système solaire. C'est de ça dont on a besoin pour que les jeunes puissent grandir autrement. Donc des jeunes qui ont quitté l'école dès l'âge de 12 ans, 13 ans, 15 ans, ou voire des jeunes qui ont eu le bac ou le niveau bac et qui se sont perdus à la fac, parce que la fac, c'est une véritable jungle également, c'est compliqué. Et non seulement je vais chercher ces jeunes qui ont été cabossés par le système scolaire, cabossés par le système familial, parce que souvent la faillite d'un jeune peut provenir également d'une faillite parentale, ils ont été seuls et ils ont manqué d'amour. Et je vais chercher des jeunes qui pratiquent pas de sport, rien. Cette génération Netflix, cette génération du gaming, cette génération Amazon+, autrement dit, cette génération de la civilisation assise, parce que nous, en anthropologie, on dit qu'on est rentré dans la civilisation assise. De la nomadie, on a basculé en posture assise permanente, on ne bouge plus. Comment les remettre en mouvement? Comment on bascule du confort à l'effort? Comment on bascule de la facilité à la volonté? Comment on bascule de la nonchalance à la vaillance? Comment on bascule de l'intransigeance à de l'intolérance plutôt à l'intransigeance? Donc on va chercher chez jeunes, je dis « on » parce que j'ai créé une équipe seule, je ne peux rien faire. Et là, il y a un véritable défi fabuleux. Malek, je vous coupe parce que je crois qu'il y a plein de... J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont envie de partager aussi. Bien sûr, donc juste pour terminer, c'est pour vous dire que tout est possible. Et des jeunes qui n'ont rien, on a pu les embarquer sur marathon, et ça c'est extraordinaire parce qu'ils ont changé leur vie. Pour terminer, c'est Zatopek qui disait « si tu veux courir, cours un marathon, mais si tu veux changer ta vie, si tu veux courir, cours 1 heure, mais si tu veux changer ta vie, cours un marathon, tu ne seras plus jamais pareil. » Eh bien la vie devient plus facile pour ces jeunes demain, forcément. Sur la question du dilemme que tu posais, moi très simplement, il est aujourd'hui... comment je renonce pas à contribuer à créer des ponts entre des cultures, entre des mondes, entre des territoires, parce qu'il y a un repli un peu partout sur soi qui s'observe et qui se traduit de moult manières que je ne vais pas commenter, pas qu'en politique. Par exemple, si je prends mon champ disciplinaire, on lit de moins en moins de littérature étrangère partout dans le monde. Ça dit quelque chose du monde. Les Anglais lisent les Anglais, les Américains lisent les Américains, les Français lisent des Français. Et pour ça, j'ai besoin d'aller au contact des gens et de certains territoires. Et comment je le fais tout en essayant de rester cohérente, effectivement, avec des principes de lenteur, avec des principes de sobriété. Donc évidemment, il y a la question de l'avion, mais ce n'est pas la seule. C'est aussi de ne pas aller intempestivement à droite et à gauche, c'est de rester longtemps, etc. Donc voilà, comment articuler certaines cohérences avec en même temps le refus du repli. Et si je reste juste dans mon fond de vallée en Ariège, que j'aime beaucoup et où j'essaie aussi d'être non pas irréprochable, mais à peu près cohérente dans mon rapport à mes voisins, animaux, humains, aux rivières, au monde, etc., dans la manière de manger, de bouger, bon bref. Si je reste juste dans ce fond de vallée, je ne peux plus contribuer à créer ces ponts que j'essaie de créer, notamment par des livres, mais ça pourrait être de plein de manières. Donc le dilemme, il est là et il n'y a pas de réponse facile ni de bonne solution. Mais en tout cas, voilà, par exemple, à chaque fois qu'il y a un déplacement un peu lointain, je me pose la question, j'essaie d'analyser, j'essaie de développer mes propres paradigmes de choix et puis de faire des arbitrages. Mais je n'ai pas non plus décidé à complètement renoncer, entre guillemets, à aller voir ailleurs. Parce que je pense qu'il y a aussi besoin qu'il y ait des passeurs. Je pense que des dilemmes, on en a toutes et tous. Et c'est vrai que ce que vient de dire Clara, c'est fondamental entre ce qui peut être notre propre désirabilité et ce qu'on est capable d'apporter ou pas. Et c'est vrai que moi, j'ai ce même dilemme. Moi, je viens d'un petit village de 200 habitants au fin fond de la Suisse profonde, où sincèrement, je pourrais vivre
ultra bien, parce qu'il n'y a pas de problème en fait aujourd'hui. On pourrait se voiler la face sur les problématiques du monde aujourd'hui, parce que quelque part on est dans une forêt, tout va bien. Et c'est vrai que je suis tiraillé avec ça, c'est-à-dire que cette envie de retourner à cette nature pure et de revivre une vie où où tout va bien quelque part. Et cette réalité d'un monde face auquel j'estime avoir alors prétentieusement peut-être, mais en tout cas un rôle à jouer dans la capacité d'embarquer les gens et de leur donner envie de voir différemment et de bouger, donc d'aller voir et d'aller au contact. Et ce qui me crée un deuxième dilemme, c'est que je pense que la coopération est le fondement même de notre capacité à faire face aux problèmes, et je l'ai montré à plusieurs reprises dans nos recherches en expédition. Et comment je coopère avec des gens dont je suis fondamentalement opposé dans les idées, par exemple. Est-ce que je coopère avec l'extrême droite? Est-ce que je coopère avec Trump? Est-ce que je coopère avec des gens comme ça? Est-ce qu'on est capable de dépasser nos propres convictions qui vont toucher mon propre cercle? Et là, c'est super, je suis un héros parce que tout le monde pense comme moi. Ou est-ce que je suis capable d'aller chercher cette coopération auprès de personnes qui pensent totalement différemment et d'essayer quand même de les embarquer, même si en réalité on est totalement différent de nos idées politiques, intellectuelles, volontaires. Et ça, oui, c'est des dilemmes permanents que je fais des hauts et des bas. Et j'arrive toujours à la conclusion que non, pour l'instant, je dois continuer d'aller voir. Et oui, je dois continuer de coopérer, même avec des gens dont je ne pense pas du tout la même chose, parce que c'est trop facile de ne s'adresser qu'aux gens qui pensent comme nous. Merci. On a perdu un peu de temps sur les questions, mais on peut passer maintenant aux questions dans la salle. Alors, voilà, il y en a plein, c'est bien. Il faudra être rapide dans les réponses, parce que s'il y en a beaucoup, ça va être compliqué. Merci. Ah, donc il faut que... allez-y, hein. Il faut appuyer sur le bouton. Merci. Moi, j'ai deux petites questions. Alors, je vais être rapide. Est-ce que vous, un peu, on a parlé de recherche de temporalité et tout. Est-ce que vous avez trouvé votre équilibre entre... moi, des fois, dans mes voyages en solo, quand je reviens, j'ai un peu ce truc de « Ah ouais, là, j'étais... il y a 2 jours, j'étais dans les Alpes suisses. Il y a 2 jours, j'étais dans le Vercors. Et là, je reviens et j'ai un peu le blues du retour à la réalité, quoi. Je voulais avoir un peu votre point de vue là-dessus. Et j'avais une question aussi un peu plus spécifique. Pour toi, Christian, t'as parlé d'éducation. Et moi, je voulais savoir quelle place t'accordais à des mouvements d'éducation populaire, par exemple comme les éclaireurs de France, un mouvement de scoutisme laïque qui propose une approche pédagogique et engagée sur le terrain. Merci. Avant lui, j'aimerais juste parler sur la première question que tu as posée. Quand on revient à la réalité, moi, je ne suis pas sûre qu'on peut dire que ça, c'est la réalité. Et ce que tu as vécu dans la montagne n'est pas la réalité. Je dirais que c'est juste une autre fiction. Et qu'elle a ses propres règles, ses propres conditions particulières. Mais je ne dirais pas que ces deux réalités ne peuvent pas coexister dans la même planète. Alors, moi je suis rejoint au milieu d'une expédition en 2005, et j'étais dans cette continuum de partir en expédition pour faire des recherches scientifiques un peu partout et revenir dans mon monde et avoir l'impression que ce monde n'était pas intéressant. Et je suis revenu et j'avais ma compagne à l'époque et je reviens de 6 mois d'expédition et elle me dit on va faire un gâteau. Elle vient chez moi, on va faire un gâteau. Elle me dit est-ce que tu as du sucre? Je dis non, j'en ai pas. Il s'appelle comment ton voisin? Je vais lui demander du sucre. Et là, j'ai été bloqué parce que je ne connaissais pas le nom de mon voisin. Et je connaissais le nom de Mapuche au fin fond de la Patagonie. J'avais passé du temps avec des populations fabuleuses et tout ça. Et je ne connaissais pas le nom de mon voisin. Et en fait, j'étais mal dans mon monde alors que je n'avais même pas pris le temps de le connaître. Donc je crois que la réponse à ce que tu viens d'évoquer, c'est soyons explorateurs partout où on va. Il n'y a pas de différence entre notre monde et les autres. On doit chercher à le comprendre et le découvrir de la même manière. Ça, c'est mon premier message. La deuxième chose, pour ce que tu dis sur la notion éducative, oui, bien sûr, chaque fois qu'on a la possibilité d'aller faire l'école dehors, d'aller trouver des endroits où on trouve de l'enseignement, c'est fabuleux à 2 conditions. L'enseignement est d'être agnostique, à savoir qu'il ne doit pas chercher à convaincre, mais il doit chercher à montrer. Et ça, c'est fondamental. Et d'être en lien avec ses équilibres naturels. Et chaque fois qu'on fait ça, c'est toujours bénéfique pour la personne. Donc oui, bien sûr, profitez de tous les enseignements, d'où qu'ils viennent, parce que c'est fabuleux, quoi. Bonjour, je suis
toute petite aventurière à mon niveau et surtout je rêve beaucoup de tout ce que vous racontez. J'ai souvent votre livre sur ma table de chevet. Merci beaucoup pour ce beau moment. J'ai eu une réflexion quand je vous ai écouté que j'aimerais partager avec vous et savoir ce que vous en pensez. En fait, aujourd'hui, est-ce que les plus grands aventuriers et explorateurs ne sont pas les migrants? Et est-ce qu'on ne se retrouve pas aujourd'hui dans un système où nous, la majorité des gens dans cette salle, on n'est pas un petit groupe privilégié qui recherchons le confort, la sécurité, un monde aseptisé et de temps en temps de l'aventure et de l'exploration, et on met une grande majorité du monde dans un univers qui est beaucoup plus risqué, beaucoup plus difficile et qui sont finalement tous des explorateurs et des aventuriers. C'est compliqué de répondre à cette question. Déjà, effectivement, peut-être dans une situation de confort, on va chercher son petit frisson. Oui, c'est en partie ce qui a pu motiver moi, par exemple, mes voyages plus de jeunesse, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai un peu à peu évolué et que finalement les 3 dernières années, j'ai plus exploré encore une fois quelques kilomètres carrés autour de chez moi en cherchant à décaler le regard plutôt que d'aller me mettre dans des situations on va dire plus engagées physiquement ou qui auraient l'air d'être plus engagées. Après, est-ce que les migrants ne sont pas les plus grands explorateurs en tout cas, sans doute, qui traversent des expériences très intenses et extrêmes. J'ai eu l'occasion de travailler sur des ateliers d'écriture avec un musicien et des demandeurs d'asile à Châteauroux à la fin de la période de confinement. Donc, en plus des gens qui avaient été cloîtrés dans des centres où ils avaient, en attente de leur droit d'asile, pas de contact humain quasiment. Donc, c'était des partages de récits de migration qui étaient très durs. Et en même temps très, très bouleversant. Je pense quand même que il y a la notion quand même que pour beaucoup d'entre eux, même si ce ne sont pas forcément les moins privilégiés de leur pays qui partent, ça c'est la question de migration, c'est souvent une illusion d'optique. Souvent ceux qui arrivent à partir sont quand même un petit peu ceux qui ont un petit peu de ressources quand même, parce qu'il y a des passeurs, parce que c'est quand même des démarches qui sont contraintes. Et donc, il y a, je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux types d'expériences. En revanche, le fait que ces expériences-là, ce qu'elles génèrent comme regard sur le monde, par exemple le nôtre, entre guillemets, pour ces arrivants, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire du monde dans lequel on vit, de ce qu'ils en perçoivent, de leurs déceptions, ou au contraire de leurs émerveillements. Ah tiens, on peut se faire soigner ici. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire du niveau de confort dans lequel on vit ou d'indécence de consommation? Peut-être que ça vaudrait la peine, oui, de les écouter, comme peut-être on écoute des, entre guillemets, aventuriers, explorateurs qui nous raconteraient d'autres mondes. Parce qu'en fait, ils ont, en tout cas, si on prend des gens qui n'avaient pas voyagé avant et qui viennent de cultures ou de pays où les niveaux de vie sont très différents et les niveaux d'opportunité aussi. Moi, j'ai vécu par exemple en République démocratique du Congo ou dans des pays comme ça où les opportunités qu'on a de choisir sa vie sont quand même moindres que pour un Français moyen. On parle de moyenne, mais donc, voilà, moi, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, je me questionne et je me suis notamment questionnée à Châteauroux quand j'ai eu ce compagnonnage pendant une quinzaine de mois avec quelques personnes en particulier qui ont été des rencontres très fortes sur pourquoi on ne les entend pas, qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter, qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, et effectivement, qu'est-ce qu'ils nous disent du monde, et aussi de la symétrie des rapports, parce qu'eux ont voulu partir aussi parfois pour découvrir, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de le faire d'une manière souvent très violente, en traversant de grandes violences, alors que nous, effectivement, on a cette espèce de liberté de mouvement un peu indécente et qu'on n'a pas mérité, qu'on a parce qu'on a un passeport français, quoi, tout simplement. Je vais parler pour longtemps, mais je vais juste rajouter 2 choses. Parce que il se trouve que j'ai accompagné beaucoup de groupes de migrants. Je fais des traversées avec des migrants du Honduras justement jusqu'au Texas et d'autres endroits. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. Non, les migrants ne sont pas des aventuriers ou des explorateurs. C'est des personnes qui partent sans choix, imposées par un système qu'on leur a mis sur le dos de manière terrifiante.
Alors bien sûr, ils deviennent quelque part, au fur et à mesure de leur trajet, ils sont forcément des aventuriers parce qu'ils doivent aller sur des endroits terribles. Ils sont un peu explorateurs parce qu'ils vont dans un territoire qu'ils ne connaissent pas du tout et dont ils ont d'ailleurs un imaginaire totalement faux qu'on leur a raconté par des médias. Puis tout d'un coup, ils arrivent dans le milieu réel. Quand on leur décrit la France ou les États-Unis, c'est des pays de cocagne. Et quand ils arrivent, c'est des horreurs au quotidien dans ce qu'ils vivent. Donc non, je ne pense pas que ce soit des aventuriers, des explorateurs, dans le sens qu'ils n'ont pas le choix du départ et que quand on voyage avec eux, ce n'est pas l'aventure ou le bonheur du plaisir du voyage qu'ils recherchent, c'est juste de trouver un endroit où ils pourront vivre un peu en paix, sans avoir peur à chaque seconde quand ils sortent dans la rue, sans avoir peur à chaque seconde de ne pas avoir à manger le soir, sans avoir peur à chaque seconde de voir leurs enfants ne pas revenir à la maison. C'est ça la différence. Bonjour, déjà merci beaucoup pour ce temps, pour le coup qui m'a aussi donné des frissons tellement j'étais connectée aux émotions que vous partagiez. Moi je reviens d'1 an d'exploration justement en Europe et en Asie pour aller mieux comprendre comment on peut rendre possible des transformations profondes et ça du coup en recueillant plein de témoignages et en rencontrant une diversité de personnes. Et du coup ma question elle est plus autour de, vous parliez beaucoup du nous, en fait, de comment on se reconnecte à ce nous. Et je me demandais comment, en fait, on peut arriver à embarquer ce nous autour de comment on peut les embarquer pour cultiver cette exploration, mais comme un état d'esprit, en fait, et aussi montrer son accessibilité de par sa diversité, comme vous l'avez déjà un peu évoqué sur les différents formats, en fait, d'exploration. Donc, en synthèse, en fait, ma question, c'est comment on peut embarquer ce nous avec cet état d'esprit d'exploration dans ces différentes formes. Merci. Je pense que, bon, j'aime pas trop le mot exploration, mais je vais essayer de comprendre. Je pense que quand on part de chez nous, quand on sort de notre zone de confort, il y a une espèce de curiosité par ce qui nous entoure. Par exemple, quand on apprend une langue, quand je suis arrivée en France, que je ne parlais pas le français, tout me paraît très impressionnant. J'étais curieuse d'apprendre sur les autres. J'avais l'impression que tout était plus intéressant et je mettais beaucoup d'énergie pour essayer de m'adapter à un autre contexte qui était loin de celui duquel je faisais partie. Je pense qu'en mer, on vit des choses similaires aussi. On est constamment dans cette recherche de s'adapter, d'observer l'entourage, d'apprendre beaucoup. Et je pense qu'un des dilemmes quand on est déjà parti et qu'on a déjà vécu quelque chose qui nous a beaucoup marqué, qu'on a beaucoup apprécié, c'est est-ce que ça vaut la peine de retourner? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que je ne peux pas juste vivre ici jusqu'à la fin de mes jours et ça serait très bien? Un autre dilemme, c'est quand on retourne, si on décide de retourner parce qu'on tient à cœur notre grand-mère ou nos sœurs ou nos parents, nos amis, est-ce qu'on a le droit de repartir parce qu'on a vécu quelque chose qui... très peu de monde aura l'opportunité de vivre dans sa vie. Et ça revient à un autre dilemme. Je pense que je suis plutôt sûre que si tout le monde se mettait à faire ce que j'ai fait, ça ne serait pas super pour les Groenland. Si tout le monde partait en bateau de la Bretagne, s'arrêtait en Irlande et restait là-bas pendant 1 an, plusieurs milliards de personnes, il y aurait, au bout d'un moment, ce serait pas ouf. Je pense que, par contre, quand j'étais là-bas, ce que je ressentais, c'était que les choses qui me rendaient heureuse, justement, c'était des choses qui étaient finalement très peu polluantes et qui peut-être une des manières la plus facile de s'opposer ou de lutter contre le réchauffement climatique à l'échelle individuelle, qui pour moi est le 3e niveau. Le premier, c'est à travers les votes, c'est choisir nos représentants. Le deuxième, c'est à travers notre travail, c'est de faire des choix dans l'entreprise pour
pour les gens pour lesquels on travaille, qui sont d'accord avec nos valeurs écologiques. Et le troisième, c'est à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, la meilleure manière que j'ai trouvée pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est en faisant les choses qui ne passent pas par l'argent. C'est de regarder le ciel et prendre du plaisir pour ça, c'est de retrouver nos copains et de papoter, c'est de lire un bouquin qu'on a trouvé dans une bibliothèque, c'est d'écrire, c'est de se balader, c'est de dormir et rêver. Et ça, si on veut dire, c'est un esprit qu'on a quand on sort de notre zone de confort et quand on voyage, qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours et que peut-être on oublie de faire parce qu'on est pris par cette machine de l'achat, de la production d'argent et de la consommation et de l'accumulation. Et que si on acceptait peut-être de s'extraire de ça, qui est aussi un dilemme, peut-être qu'on retrouverait c'est un esprit qui nous fait plus plaisir, qui redonne du sens à notre propre existence. Il va falloir être encore plus rapide. Il y en avait une là-bas. Oui, allez-y. Bonjour et merci pour votre partage. J'ai une petite question sur comment s'explorer soi et l'autre quand on est submergé par l'information sur le téléphone, sachant que c'est pas toujours négatif parce que grâce à mon téléphone, j'ai pris connaissance de l'Université de la Terre et que je suis là aujourd'hui à votre rencontre pour justement être dans ce nous et partage. Voilà, merci. Ouais, effectivement, c'est pas facile. On est extrêmement sollicité et et en fait, je pense que le téléphone est en train de nous enlever, toutes ces informations et ces technologies nous enlèvent quelque chose qu'il y a de plus précieux chez l'humain, c'est la créativité, c'est la liberté de penser, c'est même l'oisiveté, toutes ces choses-là. Donc, je sais pas si c'est une solution miracle à ça, mais moi, pour me reconnecter à l'aventure, pour me découvrir moi-même, je me sépare un peu de ce téléphone, justement. Alors, je check les événements et tout qui vont se passer pour être sûr de ne pas louper l'UNESCO, cette conférence, puis après, je laisse ça de côté. Et je vais encore dans les rares endroits en France où il n'y a pas trop de réseau. Ça, c'est une bonne technique pour me libérer de tout ça, parce que comme ça, j'ai pas le choix. Parce que c'est très puissant, cette chose. Hein. On a du mal à s'en défaire volontairement. Donc voilà, moi je m'encabane. C'est un truc que j'ai découvert chez les Québécois. Ils passent beaucoup de temps dans des cabanes. En France, on a 3000 cabanes non gardées. Et donc moi je fais un truc assez souvent. Je pars tous les mois quasiment maintenant, quelques jours dans des cabanes où il n'y a pas de réseau, dans la montagne, dans la nature. Et là, j'ai vachement de temps pour penser à moi, peut-être un peu trop parfois. mais c'est une super manière de se reconnecter à soi, se reconnecter à la nature, se reconnecter à plein d'autres choses que cette boulimie d'informations là qu'on nous déverse. Donc voilà, c'est une petite technique, bon, c'est très concret, mais il y a des super guides, il y a un super site d'ailleurs qui s'appelle refuge.info, donc il faut quand même être connecté pour le trouver celui-là, mais il y a toutes les cabanes de France qui sont mentionnées. Tu vas te mettre dans une cabane si t'as pas trop peur du truc, il y en a vraiment partout, et tu te mets au bord de ton poêle, tu coupes ton bois, tu profites du moment présent, et c'est incroyable. Bon, c'est presque triste parce que c'est ça aujourd'hui le luxe, quoi. Dans une société ultra connectée, le luxe c'est d'aller se déconnecter dans une cabane. Ça questionne des choses, mais moi je trouve que c'est une super manière de le faire. Et après, pour rencontrer l'autre aussi, il y a un truc que je trouve génial, c'est de faire du j'irai dormir chez vous. Alors on n'a pas tous le luxe d'aller partir à l'autre bout du monde, faire des aventures, pas tous le luxe de prendre une semaine pour, je sais pas, explorer les Alpes ou quoi que ce soit, qui sont des terrains, on va dire, assez propices à l'aventure. Mais il y a un truc qui est vachement simple à faire, qui peut faire un peu peur, c'est d'aller taper à la porte de quelqu'un, d'aller lui parler, et de partager un repas, de demander si tu peux passer la nuit là. Moi je fais beaucoup ça. Bon, ça faut pas faire trop squatter non plus, mais le j'irai dormir chez vous, c'est incroyable, je trouve, comme manière de reconnecter aux autres, de faire tomber plein de barrières sur les appréhensions, les idées préconçues sur l'autre et la peur de l'autre. Et moi je fais beaucoup ça dans mes voyages. Je vais taper aux portes et je dors soit dans les garages, soit dans s'ils m'acceptent un peu plus haut dans le salon. Et c'est incroyable comme expérience pour reconnecter aux autres et à soi aussi.
Je suis vraiment désolée, on doit s'arrêter là parce que je pense qu'il y a une autre conférence qui suit. Merci à tous.